Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby. Alors je suis très content d'être là avec un deuxième ligne, c'est Charlie Bayer de Massif Central. Salut Charlie. Salut mon ticket, ravi de vous retrouver comme toutes les semaines maintenant, ça devient hebdomadaire. Ravi d'être à tes côtés comme je l'étais sur les terrains. Exact. Et pourquoi avoir un deuxième ligne quand on peut avoir deux? Donc il y a Théodore de Saint-Rémy, anciennement de Mato Racing. Ouais, salut les gars, ravi d'être avec vous. J'en peux plus en fait de pas vous voir. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé d'innover. Donc je vous fais un petit bruit. Voilà, vous l'avez entendu, je pense. Hein, voilà, elle est magnifique. Oh, Et je vais m'accompagner d'une Waouh. magnifique petite bière ambrée pendant notre podcast du soir. J'embrasse tous les copains, mais vous en particulier. ah, ça me fait plaisir et ça me donne envie. Ça me donne envie aussi, et moi je suis à la tisane, tu vois, c'est le monde à l'envers, n'importe quoi. Allez, malheureusement, Alban ne pouvait pas être là avec nous ce soir, mais on espère le retrouver la semaine prochaine, qu'on va parler ce final de Autumn Nations Cup. Donc il y aura plein de bonnes choses entre d'ici là. Bon, on démarre quand même avec des mauvaises nouvelles. Cette semaine, c'était une semaine noire pour le rugby en France et le rugby international, je pense aussi, avec la disparition de Christophe Dominici. Oui, comme tu dis, une bien triste nouvelle qui a eu des portées sur le rugby international, comme tu dis, parce que jusqu'aux All Blacks qui ont rendu un hommage très beau, le qualifiant de titan. Ça, je pense aussi, dépasse en France les frontières du rugby. Hein. C'était un mec qui avait marqué... En fait, je pense que pour tous les amoureux de ce sport qu'on est, qui nous a fait vibrer, pour l'amoureux aussi, moi personnellement j'aime beaucoup les bons vivants, j'ai une petite tendresse pour les fêlés, pour les mecs un peu ébréchés, pour les gentils. C'est marquant quoi, parce qu'au-delà de ce qu'il était pour le rugby, et on va en reparler, on en a parlé, on a parlé dans ce podcast de 99 déjà, on avait salué. Au-delà de tout ça, il y a aussi l'humain, je pense, et la jeunesse avec laquelle il part, mais l'humain qu'il était, c'était pour le fan du Stade Français que je suis, c'est le mec qui a été de la décennie de gloire du SF, quoi. Il représentait très bien aussi ses paillettes et son feu, le côté showbiz, le côté chamboulement un peu que cette décennie du Stade Français a apporté dans le rugby, le côté un peu fou en fait. Il est arrivé en 97, enfin pour la première saison. Première saison de la montée du SF en première division. Il remporte le Brennus. Il l'a remporté 5 fois avec. Il a fait toute la décennie jusqu'en 2007 pour son dernier Brennus, où il a arrêté la saison d'après, mais c'était le début d'une période de vache maigre pour le Stade Français. Donc vraiment, il représente ces 10 années de gloire et de fête, quoi, et de n'importe quoi, et de calendrier avec Madonna et avec Cher. Enfin, il y avait aussi un peu ce côté, non, et c'est vrai, il y avait ce côté folie, quoi. Et puis dans l'humain aussi, on parle du joueur de vestiaire qu'il était. Au fil des anecdotes, il y avait un joueur australien là qui l'a salué en disant après la finale perdue, enfin la finale gagnée pour eux de 99, c'est le premier Français à avoir débarqué dans les vestiaires avec une bière. On parle de 2007, l'aventure de 2007 où les prémices de la victoire contre All Black peut-être s'est forgée après la défaite contre l'Argentine, où le mec allait réveiller tout le monde à Marcoussis pour qu'ils aillent au baratin, le bar d'à côté, pour se la coller et sortir un peu tout ce qu'il y avait à sortir. Voilà, moi s'il faut retenir, tout le monde a beaucoup parlé encore une fois 99, tout le monde a parlé, moi il y a un essai, je trouve, qui représente un peu l'homme aussi qu'il était. C'était une finale perdue, hein, malheureusement, par le Stade Français contre Biarritz, une finale de top 14 en 2005. Il y a cet essai qu'on a beaucoup vu, où il attrape le ballon, il se retrouve contre deux défenseurs. Il y a l'ailier adverse qui est un peu en train de défendre en avançant, et se faisant plaquer, il s'appuie sur lui pour remonter. Et il y a une sorte de force de même plaqué, je m'accroche à ce qu'il y a autour de moi, je m'accroche, il se relève en s'appuyant sur le défenseur adverse et il va à l'essai. Je trouve que ça représentait bien ce truc, enfin bien ce côté rage de vivre un peu, d'aller au bout et de pas s'avouer plaqué. Ouais, tu dis beaucoup de choses très très justes, Charlie. Christophe Dominici, c'est un homme qui finit voilà, tristement. Alors sa famille a demandé à ce qu'on parle plus des circonstances du drame, donc c'est pas notre objet. Nous, on est là pour se rappeler qui était ce garçon, et en plus de tout ce que tu as dit là, il faut se rappeler que c'était un champion, et un champion qui valide, c'est-à-dire que c'est un gros palmarès. 5 titres de champion de France, 4 tournois à destination, 2 grands chelems, 65 sélections, 3 coupes du monde. Enfin, c'est un palmarès long comme le bras. Tout ça
un peu avec l'air de pas se la péter, quoi, parce que c'était resté un gamin, incontestablement. On dit d'ailleurs qu'il avait gardé ses fêlures de jeune homme. C'est un gars qui s'était jamais remis de la mort de sa sœur aînée, et il était toujours un peu l'ado qui bousculé, démoli qu'il avait été avec cette épreuve de vie. Mais il avait aussi réussi à renaître toujours de ses cendres toute sa vie, ce garçon, en allant toujours un cran plus loin, en croyant en ses chances. Voilà, j'ai entendu avec beaucoup d'attention le petit message de Raphaël Poulain dans Poulain Rafute. Je vous invite à le chercher, l'écouter. C'est quelque chose de très touchant, et en même temps, Raphaël Poulain, qui a été le camarade de pas mal de ses succès et aussi de ses frasques, souligne, voilà, c'est important quand on s'apprête à arrêter sa carrière d'anticiper, de gérer l'après, pour pas tomber dans des écueils, dans des moments trop difficiles, d'arriver à encadrer cette petite mort qui constitue pour tous les champions un challenge, un grand défi à relever, et peut-être encore plus pour les champions un peu fragilisés, partis de pas grand-chose, petits garçons de Soliespont, de La Valette et puis de Toulon, arrivés à Paris, la tête dans les étoiles, et puis quand ça s'arrête, c'est dur de combler le vide. Voilà. Donc on a parlé de la difficulté avec laquelle il avait vécu le rachat avorté là du club de Béziers. Voilà, tout ça, ce ne sont que des épiphénomènes, mais en même temps, voilà, c'est l'histoire de ce bonhomme qui a été fait de succès et de moments difficiles. On peut que saluer sa mémoire, en fait, et penser à sa famille et tous ceux qui ont joué avec lui et contre lui. Les Blacks, effectivement, small man but titan on the field, c'est fantastique d'écrire ça de la part des All Blacks, et ça montre à quel point aussi il a marqué une génération. Complètement. Et comme toi, j'invite tous les auditeurs à écouter Raphaël Poulain qui a vraiment les bons mots, quoi. Franchement, les gars, je pense que c'est le temps que le 2020 s'arrête là, parce qu'on a aussi perdu Maradona dans la même semaine. Ouais, c'est sûr que c'est choquant, et quand on a la mort de Dominici qui fait quand même un gros buzz en France et sur la planète sport, derrière la mort de Maradona, c'est puissance 1000, parce que là, on n'est plus sur une légende d'un sport, on est sur une rockstar du sport, de la planète sport. Sur une religion même là-bas. Un élément de pop culture à lui tout seul. Ouais, donc c'est une toute autre dimension, parce que Maradona, d'abord c'est le sport numéro 1 mondial, le foot, et en plus parce que lui, il avait été quasiment un phénomène géopolitique en sympathisant avec Fidel Castro. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Mais il y a quelque chose qui les réunit, c'est-à-dire ce sont des gars sortis de milieux populaires qui deviennent des icônes de quelque chose dans leur sport, et dont l'image traverse complètement les continents. On le voit, Dominici, il est salué en Nouvelle-Zélande, c'était qu'un petit mec né dans le sud-est de la France, et de la même manière, Maradona, cette star mondiale, né dans un coin de l'Argentine, juste un gamin doué avec un ballon. C'est aussi la magie du sport qu'on voit à travers ces deux événements tragiques, à quel point ils nous touchent, et à quel point ces mecs-là sont capables de nous faire rêver, de nous emmener ailleurs, de nous déscotcher de notre quotidien ou de nos difficultés, tout simplement parce qu'ils sont un peu ailleurs. Voilà. Et ils avaient ça en commun, je pense. Tous les deux. Je me rapproche de ce que tu dis dans le sens où c'était deux mégastars qui semblaient complètement, qui pouvaient être tes potes, quoi, en fait. C'est ça. C'est que tu les sentais complètement tout à fait proches de toi et complètement bonhomme, en fait, quoi. Il y a d'ailleurs des images de Maradona dans le vestiaire des Pumas, et on sent que, bon, il aurait pu jouer talonneur ou à la mêlée, j'en sais rien, mais il est dans son élément, quoi. Il est assis là avec les mecs, tu te dis, bon, il s'est pas trompé d'endroit, il est chez lui, quoi. Il était à son aise. Mais finalement, ce sont des événements qui se ressemblent beaucoup. Ouais, même tous les deux très tristes. Ouais. Et tous les deux très tristes. Bon, en parlant de choses un peu plus happy, c'était quand même un Happy Thanksgiving ce week-end aux États-Unis, les gars. Ouais, il paraît qu'il va y avoir beaucoup de contamination Covid à cause de ces conneries. Ouais, on est content. Allez, encore. Un peu plus de joie. Ouais, un peu plus de joie. C'est 2020, n'essaye pas, Ticket. Y a pas. Mais si, pour amener un peu plus de joie, moi je voulais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Théo, parce que Ticket nous avait présenté un jour de Thanksgiving. Voilà, quand t'avais Ticket fêté Thanksgiving chez toi à l'époque à Colombes, on s'était rencontrés comme ça. Voilà. Ouais, ça fait environ 10 ans, je pense. Ouais, au moins. Oui, et je sais toujours pas comment la dinde était rentrée dans le fou. Mystère.
Je me rappelle qu'elle avait l'air beaucoup Oui, c'est ça. plus grosse que le four. Bon, on va surtout inviter Alban pour la prochaine Thanksgiving pour le pack de potes. Donc oui, en parlant des fêtes, il y a aussi Winston des Chroniques de Motor City. En fait, c'est un super podcast sur le basket, sur la NBA, the Detroit Pistons. Ils vont faire un petit truc qui s'appelle un calendrier de l'Avent. Donc, il va faire 24 épisodes en 24 jours. Donc, on vous invite d'écouter ça. Et surtout, le 6 décembre, il y a une raison d'écouter le 6 décembre. 24 épisodes en 24 jours, il est costaud quand même. Il est armé, le garçon. Du beau débit. Ouais. Vraiment, Chronique de Motor City, je recommande. Moi, je me suis éclaté en écoutant ça. Il y a un côté voyage dans le monde américain en plus qui est génial. Il fait de l'histoire, il fait des résultats, il y a de l'émotion. C'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup ces sujets. Donc, c'est aussi un voyage dans la culture américaine. C'est génial, vraiment génial. Ouais, à suivre sur tous les endroits où vous trouvez vos podcasts. Allez les garçons, si on parlait un peu de rugby. Mais bien On est volontiers. là pour ça, non? Allez, un peu de top 14, on y va. Pack de potes, terrain 10. Bon, les garçons, on a quand même eu un peu de top 14 ce week-end. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de ce week-end de pour moi, top 14? la fin de la série de 3 victoires du Stade français. Je pense qu'il n'y a que ça à retenir, bien sûr, pour les plus observateurs. Pas passé loin. Non, bah voilà, une belle lancée qui s'est arrêtée, mais qui s'est pas arrêtée de façon moche en plus, parce qu'on repart avec un bonus défensif du loup. Et voilà, on n'a pas à rougir de ça. Ouais, après, on a Bègle qui a été gagné à Montpellier quand même, d'un petit point. Clermont qui gagne à Castres. Et puis, quand même, le Racing qui a foutu une petite volée à l'aviron bayonnais. Ce qui m'importe surtout, c'est que dans cette équipe du Racing, il y a un dénommé Tao Fifenua. Alors, on va en parler à tous nos épisodes. Je suis désolé, mais moi, j'adore cette famille. C'est l'heure de la chronique Tao Fifenua. Notre Willy qui était arrivé de Wallis, passé par Mont-de-Marsan. Et ensuite à Grenoble, son frère Jean-Jacques était lui passé par Nice avant de le rejoindre à Grenoble, et Jean-Jacques, son petit frère qui jouait talonneur, lui, est le père de Donovan Taofifenua, qui est, d'après ce que j'ai compris, le joueur le plus rapide de tout l'effectif du Racing 92. Quand on sait qu'il y a Rouanimov dans l'équipe, on se dit que c'est quand même pas mal. Et ce week-end, il a marqué un triplé, ce garçon, que je vous invite à voir sur les highlights que vous pourrez trouver à droite à gauche. C'est vraiment les pattes de folie et le talent. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il est convoqué dans le groupe de l'équipe de France. Donc peut-être un grand talent précoce avec un Tao de plus en équipe de France un de ces 4 matins. C'est donc le cousin germain de celui qu'on a vu jouer la semaine dernière en deuxième ligne. Ouais, super. Donc merci la famille Tao. D'autres nouvelles sur le top 14. Agen, ils n'ont pas beaucoup de chance. Perte de 63-18 contre Toulouse. Et La Rochelle... c'est plus de la chance, là. Ouais, La Rochelle, quand même, bien réussi, 36-22 contre Brive. La semaine prochaine, il y a quand même pas mal de bons matchs. Il y a Clermont-Montpellier, Bordeaux-Bègles, Racing 92, Lyon contre La Rochelle, Stade français contre Toulon. Donc il y a des belles matchs semaine prochaine après. Ouais, puis n'oublions pas la courte victoire de Toulon sur la section paloise, avec un hommage du coup marqué à notre cher Domi, puisque c'était le club, son premier club pro. Allez les gars, si on parlait un peu de International Rugby quand même. Allons-y, relevons le niveau. Bon, on va démarrer avec Nouvelle-Zélande-Argentine. Bon, ça démarre avec un super hommage au 10 argentin Maradona. J'ai un geste sympa, mais après, retour sur terre et sur terrain. 38-0, c'est le score final. Et avec ce score, on pense d'avoir tout compris. Pas vraiment. Les Pumas, je trouvais, ils n'étaient pas vraiment perdus. Ils ont jamais baissé les bras. Il y avait un bel exemple à la fin de la deuxième mi-temps, où ils ont pas laissé marquer les Nouveaux-Zélandais. C'était 10-0 à la mi-temps. Beaucoup d'opportunités pour les deux côtés, je trouve. Et puis, un super essai après un touche de Savea, 18-0, environ 60 minutes. Et ensuite, c'était le Baby Barrett, le chouchou de Théo, Jordi, qui fait un paire d'interceptions en retour pour essai, qui a réellement ouvert le score. La vie retourne au normal, les Blacks gagnent les Tri-Nations. Je suis content que la France n'a pas besoin de jouer ces deux clubs maintenant. Ouais, c'est quand même, pour quelqu'un de conservateur, comme moi, dans l'âme, plutôt conservateur, c'est toujours bon de voir gagner Roger Federer à Wimbledon et de voir les Blacks foutre une raclée à une équipe. C'est les fondamentaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Non, mais c'est vraiment là, les Blacks, ils ont été très simples. Ouais, mais ils se sont dit, ok, on a perdu, on s'est fait bouger, ils ont gagné à la régulière. Maintenant, back to basics. Qu'est-ce qu'on fait? Engagement total, qualité technique et zéro cadeau à l'adversaire. Mm-hmm. Quand les Blacks serrent les boulons comme ça, il n'y a pas de match.
Et ils n'ont pas existé, les Argentins. Ils étaient remontés comme des coucous et tout ce que tu veux, Matera, la gueule à l'envers, etc. Déjà, la classe absolue des Blacks avec le maillot noir de Maradona, franchement, fallait la trouver, fallait la faire, mais c'est superbe, c'est vraiment une image magnifique. Ils sont parfaits, quoi. Juste après avoir rendu un hommage de l'autre bout de la terre à Domi, etc. Donc les mecs ont la classe, et là, ils poussent la classe jusqu'à leur passer 38 points. Ils les ont dominés, mais dans tous les secteurs du jeu. En mêlée fermée, ils se sont fait bouger les Argentins comme ça leur est pas arrivé depuis 10 ans, parce qu'ils font les malins en mêlée depuis longtemps. Et là, t'as l'impression que les Blacks, ils décident que c'est fini, c'est fini fin en fait. De la récré, quoi. Et premier essai de talonneur Dan Coles, il leur dit, là, les gars, c'est ici que ça se passe, quoi. Et 38-0, s'il te plaît. Depuis combien de temps les Argentins ont marqué 0 points dans un match international ? Ouais. Non, mais c'est dément. Donc, Mounga, énorme. Caleb Clark, énorme. Les 3 frères Barrett, énorme. Les mecs, ils m'ont fait rêver. J'adore le rugby, j'adore les Blacks. Voilà. Amen. C'est presque ça. On va laisser Théo sur son nuage. On va parler Irlande-Géorgie. Allez, bravo et merci aux Irish quand même, parce qu'ils ont laissé les vaillants géorgiens marquer un essai. Et un super essai de plus, très joli. Ils ont montré un peu d'énergie et je pense qu'on aimerait tous inviter les Géorgiens aux 6 nations, surtout Italie. Donc 23-10 pour la fin de ce match. Charlie, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Moi, ça m'a fait plaisir ce match parce que c'est un peu ce qu'on attendait des Géorgiens, quoi. Si c'était une occasion, je pense, pour eux, cette coupe d'automne des nations. c'était l'occasion pour eux de se montrer un peu, parce qu'il y avait des débats quant au fait de les faire intégrer le 6 nations. Il y a des petites tractations comme ça. Je pense que c'était dur pour eux leur premier match. J'étais un peu déçu pour eux. Ils se sont fait la semaine dernière, Fanny, et du coup nous on les attendait quand même au moins guerroyer, quoi, pas prendre autant. Et c'est vrai que cet essai de Kveseladze, j'ai demandé à un pote, j'ai révisé avec un pote, hein, vous avez vu ça? Ah oui, non. Le numéro 13, donc, qui met un super bel essai, et qui d'ailleurs finit dans l'équipe type du week-end, de la journée. À son poste, voilà, quoi. C'était, je pense que c'est un peu à ce niveau-là d'existence, en tout cas, que je les attendais pendant tout ce tournoi. Et bon, ça a tardé un peu, mais on les a sentis. Mais pareil, on avait, je sais pas si vous vous souvenez, dans la présentation qu'on avait faite de cette équipe pendant la première Coupe du Monde, on avait loué un peu leur défense de clébard, et c'est ce qui s'est passé un peu autour de la demi-heure de jeu. Les Irlandais qui font un ballon porté, ou pourtant sur lesquels ils sont redoutables, jusqu'au bout, les Géorgiens, mais du bout des doigts, ils vont empêcher cet essai de se faire marquer. Oui. Bien, il y en aura un autre plus tard, mais t'avais un peu ce à quoi on les attendait, et ça m'a fait plaisir. Voilà, content qu'ils aient ouvert le compteur, voilà, surtout. C'est ça. Allez, on passe à l'Angleterre, Pays de Galles. Pays de Galles a marqué en premier, un jeu de pied contré et puis dribblé par Bigard, 7-0. Après, il y avait des Anglais qui commençaient à rouler. Un 4-6-3, joli travail des avants anglais, essayé par un numéro 13, Slade. Des lignes solides, comme on dit en anglais, très, très basique l'attaque anglaise, mais qui demande des très grosses plaquages de part des Gallois. 7-11 pour Angleterre au mi-temps. 50e minute, un essai d'avant par Vanipola, qui avait un super match. Les avants, ils sont tout sales, mais le 9, il a un maillot de 9, donc ça veut dire tout propre. 7-18 devient 13-18 grâce au pied de Bigard. Ensuite, il y a quelques pénalités de plus pour les Anglais. 13-24 pour finir. C'était un match critiqué pour être un peu ennuyeux, je trouve pas. C'était pas la maîtrise totale de l'Angleterre contre l'Irlande qu'on a vu la semaine dernière. Il y avait Pays de Galles qui ont offert du jeu. Ils ont se sacrifié en défense, mais ils n'ont pas pu échapper aux grosses pattes épineuses de la 15 de la Rose. Ouais, c'est surtout la semaine prochaine que ça va être compliqué peut-être pour les Français. Avec une équipe remaniée, j'avoue que je sais pas exactement quelle équipe les Anglais vont mettre. Mais bon, on va parler après du match. Ils ont aucune raison de pas mettre leur équipe type. Ouais. Ouais, s'ils mettent l'équipe type, je pense que ça va quand même être compliqué pour les coiffeurs du 15 de France là. Attention chérie, ça va trancher. Ouais, en même temps, est-ce que tu imagines que les Anglais ils vont pas mettre leur équipe pour vraiment lui marcher sur la tête? Oui, y a aucune raison. Mais je pense qu'ils ont pas les mêmes contraintes que nous, donc effectivement. Ouais. Oui, c'est ça. Ils vont avoir envie de nous marcher dessus, ça c'est très clair. S'il faut retenir un truc de cette aventure galloise, c'est quand même que on sent, je ne leur souhaite pas, mais la fin d'une période dynamique, quoi. Ils ont eu du mal.
Ces 3 dernières années, chaque année est un peu plus difficile pour eux que la précédente. Je leur souhaite un peu de feu dans les générations à venir, et peut-être un tournoi 2021 plus glorieux pour eux, mais là en tout cas on a vraiment l'impression que cette équipe de Galles commence à décliner. C'est fin de cycle. Fin de cycle, ouais. Il y avait 2-3 jeunes arrières derrière qui plaquaient beaucoup, qui n'avaient pas beaucoup d'opportunités de s'exprimer, mais apparemment même les Gallois, même avec cette défaite contre l'Angleterre, ils étaient plutôt contents avec ce qu'ils ont vu. Donc peut-être ça veut dire que ça commence the guard is starting to change, on va dire. Ouais, oui peut-être. Allez, si on passait à un autre match à nous. Allez, match France-Italie. Donc pas de cours de chant pour les deux équipes, mais la France a un peu triché avec l'anthème, avec un recording de 1967. Le match démarre et Owens fait la loi pour la 100e fois. Il donne un pénalité à la France avec le sourire, 3-0 à 3 minutes. Mais en fait, je suis pas sûr quelle couleur je dois suivre et supporter. Est-ce que c'est les bleus? Est-ce que c'est les blancs? Est-ce que c'est les bleus en blanc? Dans tous les cas, on voit du bien et des moins bien pour les deux équipes. À 20 minutes, c'est toujours 3-0. Brice Dulin fait un truc sympa. Macalou le défait avec un en avant. 24 minutes, je me suis fait un sandwich. 25 minutes, essaye des bleus, mais pas les nôtres, par un Italien avec un moustache qui donne envie. Après un super triple feinte de la Morta, de numéro 10 italien, on repense les Français, fait le suivant. Des passes dans les chaussettes, des en avant. Ils subissent des plaquages rugueux. Je tiens un mot en anglais, c'est indecisive. Mais il y a une belle réponse quand même par Brice Dulin. 36 minutes, on est chez eux. Cette fois, on y reste. Essai par Dante, 10-5 pour nous. Vers le 40 minutes, pénalité pour l'Hérital qui prend pas les 3 points, mais opte pour le penalty touche. Risqué, mais pas dans la bonne sens. Ça marche pas. Mi-temps 10-5. Temps chaud pour les Bleus, mais pas de tout sexy. Joli, bravo Ticket. Ouais, on ne sait que rajouter, si ce n'est que pour être un peu plus factuel, on a quand même vu des choses sympas dans cette première mi-temps, mais on voit que ce sont beaucoup de novices et qu'il y avait un petit peu de peur de l'enjeu. Hein. Je pense que la première ligne s'est fait bouger en mêlée, ils n'étaient pas dans le coup, je pense qu'ils avaient la pression. Macalou, il a une super occasion à la 20e. S'il avait pris le ballon dans l'intervalle, il y avait essai, c'est clair, parce que quand il rentre comme ça dans un intervalle, personne ne le rattrape, il fait tomber le ballon. Juste après, il fait un ballon perdu, ça donne la mêlée qui amène l'essai italien. Bon, clairement, les Français, je pense, avaient peur de mal faire et ils n'étaient pas complètement dans le coup sur cette première mi-temps. Ils se sont rattrapés en deuxième mi-temps quand même. Complètement, je te rejoins. Il y a Macalou qui était assez représentatif un peu de cette équipe tendue qui avait un peu peur de jouer. Je pense que les consignes aussi étaient sur de l'occupation du terrain au pied. Ça réussissait pas à tout le monde. Il y a aussi dans la liste de tout ce que tu as dit, là il y a Netty qui nous fait un truc un peu curieux sur un ballon porté, il me semble, c'est au tout début. Serin l'appelle, il garde la balle c'est pour X raisons, et après il se fait gratter au sol. Enfin, c'était un peu bizarre, on sentait qu'il y avait des approximations. Je pense qu'on en a beaucoup parlé, je pense que c'est ce peu de jours de préparation a vraiment coûté, mais on sentait qu'ils essayaient de faire des trucs, tu vois. Est-ce qu'on développe un rugby, est-ce qu'on développe pas? Et en fait, non, le rugby ça peut être très très con, parce qu'à la 35e, l'essai dont tu parles, c'est en fait, tu files le ballon à Danty, tu le files à un frigo, il avance, avec 3 mecs sur le rable et il va laisser. C'est à une passe. Faut pas se faire chier. Le degré zéro du à rugby. Développer des trucs. Ah ouais, c'était vraiment... ça avait bien fait marrer. Mais juste pour... sur cette mi-temps, moi, il y avait déjà... à part Danty, parce que voilà. Mais il y avait déjà la 3e ligne. Moi, je trouvais à part les ratés de Macalou, mais en défense, quand même, il faisait du bon boulot. La 3e ligne et les 2 deuxièmes lignes, si novices, faisaient du beau boulot. Pour moi, Woki commençait déjà à sortir un peu. Très grosse défense en fin de première mi-temps, notamment, où là, ils ont montré sur ces valeurs solidarité défensive, ils ont vraiment répondu présent à un moment où ils n'avaient pas beaucoup d'avance, et c'était très important de garder le score à ce moment-là. Et puis les petits nouveaux, là, moi j'aime bien Pesanti, le deuxième ligne de Pau. Sacré combattant quand même. Je pense que, on a un beau numéro pour l'avenir là. Ça, plus tard, au début de deuxième mi-temps, il te fait un plaquage debout. Tu sais, normalement, dans toutes les écoles de rugby, on te dit plaquez bas, sinon vous allez vous faire emporter. Si tu plaques debout, c'est mort, tu vas te prendre un raffut et tout. Le mec, il plaque debout, il ne bouge pas, et il réussit à faire un plaquage offensif sans se baisser. Impressionnant le bonhomme. Après, juste sur la phase défensive dont tu parlais en fin de première, elle s'est quand même conclue par un gros bouchon de Danty, donc il était assez en forme.
Et je te rejoins sur moi, c'est l'autre deuxième ligne aussi qui m'a beaucoup fait marrer. Guérassi, je me suis demandé qu'est-ce que c'était avec les deuxièmes lignes Rouquin du Loup. Est-ce qu'il y avait un... C'est énorme, mais moi je rêve de les voir jouer ensemble surtout. Est-ce qu'il y a un truc? Ou avec les deuxièmes lignes Rouquin d'ailleurs de l'équipe de France, parce qu'on se souvient de Papé. Ou avec les deuxièmes lignes Rouquin il était beaucoup moins Rouquin que ces deux-là. Moi je rêve d'aller jouer en Irlande. Je rêve d'aller jouer en Irlande avec un attelage, avec ces deux deuxièmes lignes du Loup là. Ouais. Et Paul O'Connell pour les coacher. C'est ça. Vous avez parlé de troisième ligne. Je trouve qu'en fait, Jelan, il devrait jouer au baseball. Vous savez pourquoi? Non. Tout. Parce que c'est un Jelan. Oh non. Là, on peut pas accepter ça. Je décide de me retirer de ce podcast. C'est pas si En mal. tout cas, Anthony Jelon, très beau match. Très costaud. Difficile de faire oublier Greg Aldrit en ce moment, mais je trouve qu'il a vraiment fait son match. Il a pesé. Il a avancé d'assez nombreuses fois. Il a beaucoup défendu. Non, super match. En fait, le truc qui m'a choqué le plus pendant le mi-temps, c'était les pubs de Eurovision Junior, parce que déjà, j'ai pas envie de regarder Eurovision, mais Junior, mais encore moins. Mais quelle horreur, quoi. Ouais, ça fait partie des grands énigmes du monde. On ne sait pas ce que sont les trous noirs. On sait pas certaines choses. On sait pas ce que fait l'Eurovision Junior non plus. Allez, on passe au deuxième mi-temps. Makalou, il fait des grattages. Waki, il fait des jolies touches. Mais les Italiens, ils ne subissent pas de tout. Ils me semblent gagner en confiance. Là, j'ai noté que le 11 français, il était pas mal. Des coups de pied suivis par d'autres coups de pied. Remplacement important. Il est gros, il est beau, il est barbu. C'est Antonio. Carton jaune contre les Italiens pour un en avant volontaire que je trouve un peu dur quand même. Très sévère. Comme une flèche, un casque rouge transperce les maillots bleus d'Italie. Gabin Villiers marque un super essai. 17-5 pour la France. Un bouffée d'air frais. En parlant de ça, Brice Dulin devrait être nommé Brice de l'air car il assure dans cette zone. À 60 minutes, balle emportée par Serin qui pique l'essai d'un gros. Non, je rigole. 24-5. Essai rapide de Teddy Thomas. Passe montée fait par Brice de l'air. 29-5. Dernières 5 minutes, on a un nouveau feeling avec un nouveau charnière. Makalou a toujours un peu de jus dans ses jambes. Il marque le dernier essai du match. 35-5 quand même. 5 essais. On prend quand même cette victoire. Avec une équipe B, la France réussit à marquer 35 points. C'est joli. On est content. Et voilà, au final. Oui, au final, par contre, juste une petite parenthèse suggestion. On a noté, hein, c'est très beau l'effort que tu as fait pour Brice de l'air. C'est bien essayé, je dirais, mais avec Brice Dulin, il y avait Brice Dulin aussi à tenter. Voilà, j'amène ma petite fière à l'édifice des jeux de mots pourris. Bref, du coup, ouais, super. En effet, il y a cette fin de match avec un essai de Makalou qui se décante enfin. J'ai un peu l'impression que lui, à l'image de l'équipe aussi, il aura fallu une heure de jeu, hein, pour trouver ses marques, pour trouver des habitudes, pour trouver un peu d'aisance à jouer. Pour revenir quand même sur ce carton italien, parce que j'ai beaucoup entendu mentionner dans les après-matchs que ça s'est décanté à l'heure de jeu, que ça allait mieux avec certaines habitudes. 3 essais parmi les 5, on les a marqués à 15 contre 14 quand même, et c'était parti de ce carton jaune qu'on a tous trouvé, enfin qu'on a l'air d'avoir tous trouvé sévère contre l'Italie sur un autre volontaire qui était visiblement, ostensiblement juste une tentative d'intervention. Non mais ce qui est n'importe quoi dans ce truc, ce jaune est nul parce qu'effectivement il fait basculer le match pour les Français, et surtout ça veut dire que dès que tu tentes une interception et que tu la réussis pas, il y a carton jaune en fait. Donc c'est complètement con. On voit très bien, et maintenant qu'on a les ralentis sur les images, on voit très bien qu'il tape pas sur le ballon, il essaye de l'attraper, il le fait tomber, ok, en avant, punto, c'est tout. Je vois pas pourquoi on le qualifie d'en avant volontaire, c'est complètement abusif comme décision. J'espère vraiment que ce cas-là va servir. Je trouve ça stupide et contre le jeu, parce que ces interceptions, on sait qu'elles font partie de ce jeu. Elles sont un vrai plaisir. De temps en temps, tu subis, t'as un mec qui a le coup d'œil, paf, une passe un peu trop à plat, ça intercepte, il y a essai en face. Ça fait partie de ces allers-retours émotionnels qu'on a dans les matchs de rugby. C'est un peu le seul sport où on peut avoir ça. Donc, nous enlevez pas ça. Les interceptions, ça fait partie du jeu. Donc, je trouve ça une décision idiote, vraiment, et je suis désolé pour les Italiens qui aient subi ça. Ouais, et vraiment, moi, je tiens à appuyer le fait que nos 3 essais coup sur coup et le début de
d'aisance, il vient vraiment de là. Quoi. En parlant de ça, j'avais une question parce que là, la semaine dernière, il y a avec les filles contre l'Angleterre, en fait, à la fin du match, notre numéro 2 a été sifflé parce qu'elle a pas pu bouger après un plaquage, elle était un peu coincée en dessous les Anglaises. Là, 2 fois, Nigel Owens, il avait dit aux personnes, non, je te vois, t'as un genou dans son poitrine. 2 fois, il y avait des moments de siffler cette pénalité et il a regardé exprès, il a pas appelé. Et je trouve ça assez marrant. Est-ce que c'est une question de... Parce que pour moi, c'est la même faute qui n'était pas appelée avec Nigel Owens, mais qui était appelée avec l'autre personne. Est-ce que c'est une question d'expérience ou interprétation professionnelle ça prouve bien que l'interprétation a encore une importance significative dans l'arbitrage au rugby. Et je suis parfaitement d'accord avec toi. La faute qui est sifflée contre les Françaises la semaine dernière à Twickenham, exactement la même, n'est pas sifflée par Nigel Owens, qui est un mec à 100 matchs. Donc on peut pas taxer d'amateurisme ou de légèreté sur son arbitrage dans des matchs internationaux. Donc, est-ce que le gars est dans les pattes? Ou la nana, en l'occurrence. Oui, non. Est-ce qu'elle fait exprès? Oui, non. Est-ce qu'elle pourrait s'enlever un peu plus vite? Oui, non, etc. Tout ça fait une somme de petits et si, qui donne une interprétation. Et parfois, ça tombe du mauvais côté, et c'est très injuste. C'est le cas des Françaises la semaine dernière à Twickenham. Ouais. Les gars, qu'est-ce que vous avez vu dans ce deuxième mi-temps? Ouais, quand même sur cette deuxième mi-temps, il y avait moi un truc qui m'avait fait un peu marrer. Je sais pas si vous l'aviez noté, mais au tout début, ils ont quand même fait une combi où je pense que l'essai de Danty de première mi-temps a un peu marqué parce qu'ils ont fait une combi de touche où ils allaient directement au fond derrière les 15 pour un Danty lancé. Bon, ça c'est pas allé très loin, mais je pense qu'ils ils comptaient un peu sur leur frigo quoi pour avancer. Et après sur l'essai de Gabin Villiers, notre rouquin dont on a parlé tout à l'heure, mine de rien, ça part quand même d'une touche volée, enfin d'une touche chippée à l'adversaire par lui. Et c'est derrière qu'il y a ce bel essai que certains diraient essai hommage à un numéro 11 qu'on regrettait ce jour-là. Ouais, c'est très sympa de voir un essai tout en canne du numéro 11 de ce jour-là. C'est vrai que c'est un petit clin d'œil au destin, c'est très chouette. Gabin Villiers, là, ce qui est marrant, c'est qu'on compare son essai par le numéro qu'il avait dans le dos et par le côté un peu foufou de son essai, on le compare à Dominici, parce que la journée aussi poussait à la comparaison. Mais Dominici, pour son premier match international contre l'Angleterre, il a aussi marqué un essai, donc on souhaite à Gabin Villiers la même carrière que ce grand monsieur. Ouais. Mais au-delà du symbole, c'était aussi pour rappeler que le ballon vient des avants, voilà. J'ai bien aimé Gabin Villiers qui, quand il marque son essai, fait un petit baiser au ballon avant de l'aplatir, que j'ai trouvé assez sentimental, assez sympa. Je rappelle, Gabin Villiers, c'est un garçon qui vient de Normandie, qui a fait toute une partie de sa jeune carrière à Rouen, en restant en fédéral à l'âge de encore 20, 21, 22 ans. Il n'avait pas été pris dans les centres de formation à droite à gauche, manquait de gabarit, soi-disant, etc. Maintenant, il tire son épingle du jeu à Toulon. Et puis là, je sais pas si c'est pas quasiment son premier ballon, boum, il met les cannes, essai. Je trouve ça génial. J'espère qu'il a un bel avenir en bleu devant lui. Moi, j'ai beaucoup aimé dans ce match la prestation de Brice Dulin. Franchement, classe internationale sur ce match. 0 erreur. Des coups de pied ciselés du pied gauche partout, très, très du propre. jeu au pied pour lui-même à plusieurs reprises, sur les ballons hauts des Italiens, toujours dans le bon tempo, pas un ballon dégueulé, plusieurs relances. La première mêlée qui donne l'essai de Danty, c'est un petit coup de pied à suivre de Dulin. Ensuite, l'essai de Teddy Thomas, c'est lui qui rentre dans l'intervalle, petite passe à droite. Accessoirement, quand Teddy Thomas court tout droit, c'est quand même beaucoup mieux que quand il court de travers. Je n'en peux plus de ses courses en crabe, vraiment. Alors qu'il a des telles qualités de vitesse quand il court droit, c'est fantastique, l'essai qu'il marque. Bon, certes, ils sont un de moins à ce moment-là, Charlie, tu l'as souligné, mais il a quand même une vélocité magnifique. Donc ça, c'est super chouette. Et puis en face, malheureusement, des Italiens pas dans un bon jour, en particulier leur jeune ouvreur Garbisi, qui est un très bon joueur quand même, mais qui a raté beaucoup trop de choses, avec des jeux au pied complètement ratés à plusieurs reprises. Juste sur le premier essai, on voit sa classe, parce qu'il rentre dans l'intervalle, il fait jouer son numéro 13, le moustachu, qui va marquer. Pour le reste, c'est un match à oublier côté italien. Contre une équipe B, je suis déçu pour les Italiens. J'ai toujours une tendance à me mettre à la place des équipes qui perdent, je sais pas pourquoi. Mais
je pense qu'ils espéraient tirer mieux leur épingle du jeu face à une équipe très remaniée, quoi. Ouais, je pense aussi. Moi, j'avais un truc là-dessus. Je me posais la question, est-ce que la France commence à prendre un peu plus de cet esprit un peu anglo-saxon ou est capable de pas le relâcher, en fait? C'est ça, on voit ça depuis les deux derniers matchs. Ouais, un peu plus d'être. En fait, je pense que chez les Anglais, ils ont pas de difficulté d'être les méchants. Et je pense que ça commence à venir ce petit niaque avec cette équipe de France. Et je pense que cette génération a pour elle quelque chose de très clair. Plusieurs titres en U18 et en U20 empilés par cette génération de joueurs au cours des 4 ou 5 dernières années. On les voyait en jeunes être champion du monde U18 et puis 2 fois champion du monde U20 et on se disait putain ces mecs-là un jour ils vont débarquer chez les grands, ça va être génial. Bah c'est juste ça quoi. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont élevés comme des poulets au grain mais à du grain de champion. Et ils sont habitués à gagner, ils ont pas envie de perdre, ils y ont goûté jeunes et ils sont pas là pour se faire marcher dessus par personne. Ça se voit, c'est clair. Et c'est agréable. Et ça fait du bien. Ouais, après, moi juste, je pense qu'aussi ils ont une arme sans critiquer aucun prédécesseur, mais qu'on voyait pas aussi évidente avant, c'est qu'on a vraiment une impression d'adaptabilité. On a l'impression qu'à chaque fois il y a un projet de jeu qui correspond à l'adversaire ou au match ou aux conditions. C'est l'apport de Galtier, hein, clairement. Je pense qu'aussi il a apporté un truc parce que il y a pas forcément ce truc de tueur. Moi j'ai trouvé beaucoup de sympathie en fait dans cette équipe dès la première mi-temps, quand il y avait des erreurs, quand il y avait un peu des approximations, les mecs s'encourageaient les uns les autres. Dès que t'avais un mec qui grattait un demi-ballon, il y avait 15 mecs qui venaient lui frotter la tête, et à chaque essai, enfin il y avait vraiment un truc d'encouragement, je pense, de plaisir en fait. J'ai plus senti un plaisir de jouer et de prendre du plaisir, même si c'est un peu redondant, je manque de vocabulaire, mais le plaisir de prendre du plaisir. Le plaisir de prendre du plaisir plutôt que le plaisir de marcher sur l'adversaire comme on voit souvent les Anglais faire, quoi. Ouais, mais c'est bien vu Charlie, et je pense que tu dis bien de aussi faciliter le staff parce que je pense qu'ils ont bien réussi le pari, ils ont bien mis leur marque sur cette équipe et c'est une bonne chose. Pour finir sur ce match, parce qu'on en tire le positif, mais avouons-le, enfin d'ailleurs dans ta description tu l'as très bien expliqué, on s'est un peu fait chier au début, on s'est un peu endormi. On aurait pu s'endormir un peu à plusieurs reprises. Il y a eu 102 coups de pied frappés c'était trop. pendant ce match. À un match. moment, le cache-ballon, c'était trop, là. Ça fait 1 toutes les 47 secondes. Wow. Donc ça fait beaucoup. L'équipe rapporte que même le réalisateur s'en est agacé au bout d'un moment. Le mec n'en pouvait plus de filmer des ballons hauts. Et peut-être était-ce un hommage à une dernière personne du monde du sport qui a disparu cette semaine et dont on n'a pas encore parlé. Ce crétin, une grande figure du ping-pong français. Je pense que les deux équipes sur le terrain ce jour-là lui ont rendu un hommage un peu trop appuyé. Peut-être. Bien dit, Charlie. Allez, si on parlait des matchs pour la semaine prochaine, on a Irlande contre l'Écosse, Galles contre l'Italie, peut-être Géorgie contre Fidji, peut-être, ça peut être un match sympa à voir quand même, en sachant que les Fidji, ils ont bien battu les Géorgiens pendant la Coupe du Monde. Et bien sûr, France-Angleterre, donc déjà ça chauffe côté anglais, parce que notre ami Mr. Jones a déjà dit « We have to beat up France up front », donc en gros, il faut qu'on tabasse la première ligne. Donc il a pas peur de dire ce qu'il pense, Mr. Jones. Peut-être que si Eddie Jones est si véhément, c'est qu'il a vu la prestation de la première ligne titulaire sur ce match contre l'Italie, et du coup c'est peut-être pas si fanfaronneux de s'imaginer nous plier devant. Oui, là-dessus j'ai mis un petit bémol sur vos louanges à l'égard du staff, parce que je trouve que faire le choix qu'ils ont fait de faire jouer des mecs qui se connaissent, la première ligne française, c'est un peu présomptueux et on l'a payé, voilà. Et je pense qu'en allant chercher d'autres joueurs dans le championnat de France, même s'ils sont pas habitués à jouer ensemble, on pourrait quand même peut-être faire mieux que cette première ligne-là, en tout cas en première mi-temps, qui a pas été au rendez-vous, sans oublier Movaka qui a fait 2 erreurs grossières avec le ballon derrière des mauls qui nous ont coûté cher. On aurait dû marquer des points les 2 fois. Donc voilà, j'attends vraiment de voir la compo et de voir ce que ça va donner. Mais il va falloir changer des choses devant si on veut pas passer une très très mauvaise après-midi. J'ai lu un stat qui était la France avait 111 caps pour le match contre l'Italie et l'Angleterre il a 807 pour le match contre Pays de Galles. Donc s'ils mettent la même équipe...
Voilà. Non, mais tout est dit. Et c'est vrai que de temps en temps, et c'est vrai aussi que ces matchs-là, ils sont faits pour faire emmagasiner de l'expérience, y compris à des jeunes joueurs, parce que ce sont des matchs sans enjeu. Et c'est important aussi de donner leur chance à des jeunes joueurs. Donc, mais si on en prend 60, c'est pas bon, quoi. La jeunesse de cette équipe de France pourrait soit vivre un match qui permettrait de poser des pierres pour une belle confiance à bâtir, et il leur reste 3 ans encore il leur reste encore 2 ans pour le faire, ou soit avoir une défaite marquée au fer rouge qu'on pourrait traîner dans les mentales pendant un petit moment. Après, l'un dans l'autre, moi comme ça sur papier, une équipe d'Angleterre confiante qui arrive sur de ses forces, avec des gens très en place depuis très longtemps, face à une France qui a un peu la crotte au cul, avec plein de jeunes à prouver, et sur un truc où il y a un enjeu moyen, ça peut le faire. Sur papier, moi j'achète. Voilà, ouais. C'est vrai. Je suis confiant. C'est vrai, mettons une petite pièce. Bon, on verra ça la semaine prochaine, les gars. Absolument. Mais bien volontiers. On a hâte. Et avec Alban, pour le coup. Oui. Nom de nom. Avec Alban. Sinon, là, il y a sanction. Et puis Gauthier nous écoutera plus. Hein. Alban, reviens, on va perdre Gauthier. Parlons des gens qui nous laissent des gentils messages. T'en as eu un joli sur Twitter cette semaine. Bah oui, on a eu encore un petit message gentil et on a eu un Raoul Crouton qui nous a dit « Bravo pour votre podcast que j'écoute attentivement chaque semaine. Merci, continuez. » Et bah des petits messages comme ça motive, ça nous fait vraiment plaisir. Surtout en hiver, les croutons à l'ail dans la soupe, c'est impeccable. Ouais, c'est... Allez, ça nous fait plaisir ces gentils mots. N'hésitez pas à nous contacter après nos épisodes pour nous dire ce que vous avez aimé, si vous êtes d'accord ou pas avec nous, sur tous les réseaux sociaux. Petit rappel encore sur les chroniques de Motor City, surtout le 6 décembre. Et on vous souhaite un très bon match au bleu et une bonne semaine, les gars. Bonne semaine, les copains. Hâte de vous retrouver pour cette finale. Excellente semaine. C'était tellement cool d'être avec vous. Allez, les gars, bye bye. Salut, les gars. Ciao. Salut. Ciao, à la semaine prochaine.